On se retrouve au parc nautique de Saint-Jean-Port-Joli, à la marina de Saint-Jean-Port-Joli, parce que on voulait rencontrer notre député fédéral. On ne voulait pas faire ça par Skype, parce que le petit côté humain, on en a besoin. Hein? On a tous besoin de se rencontrer. Alors, moi. Je suis content de te voir. Oui, on se déplace beaucoup maintenant. Bernard Généreux, bonjour. Bon matin. Merci de vous être déplacé pour qu'on puisse vous rencontrer. C'est moi qui te remercie. Très heureux de te voir, par ailleurs. Oui. Ben, moi, je suis heureux de voir du monde. On est habitué de voir des gens, hein? Puis là, on est cloisonnés dans nos maisons. J'ai hâte de sortir. Là. Je commence à avoir. Mais là, vous m'amenez à vous poser une question, justement. Oui. Est-ce que vous êtes cloisonné à la maison? Non, vous êtes allé à la Chambre des communes? Évidemment, oui, je suis allé la semaine dernière. D'ailleurs, je suis allé à la Chambre des communes. Ça devrait poser des questions à la ministre Joly, à différents ministres, sur différents enjeux, dont le tourisme. Par ailleurs, c'est un beau hasard qu'on soit ici au parc nautique de Saint-Jean-Port-Joli. C'est une des organisations qui nous ont demandé conseil par rapport à tout ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois. Puis on les a aidés à trouver des solutions. Évidemment, il y avait des solutions sur la table, mais encore fallait-il choisir les meilleures. Et c'est ce qu'on s'est apprêté à faire depuis les 3 derniers mois avec beaucoup d'organisations, autant municipales, les chambres de commerce, les entreprises, les SADC, tous les organismes de développement économique. On a réuni beaucoup ce monde-là dans les 3 derniers mois pour favoriser les meilleurs outils pour les personnes, autant les individus que les entreprises, que les organisations à but non lucratif. Parce que le gouvernement, il faut le dire, a mis des choses en place rapidement. Ils ont fait des erreurs, mais on les a corrigées. En tout cas, on les a aidés à les corriger parce qu'il y avait des gens qui étaient exclus. Encore au moment où on se parle, il y a des gens qui sont exclus et on continue à mettre de la pression sur le gouvernement pour corriger ces choses-là. Mais je pense que les outils qui ont été mis avaient besoin d'être mis en place. Maintenant, il fallait qu'on choisisse les bons parce que entre la subvention salariale, par exemple, et la PCU, il fallait que les gens fassent les bons choix. Et moi, ce que j'ai dit depuis le début, puis je le dis encore aujourd'hui, c'est pas terminé et il faut que les gens fassent attention à leur fonds de roulement. C'est la priorité numéro 1 pour les entrepreneurs particulièrement, pour les entreprises. Bernard, on parle de tourisme parce que là, vous avez fait une prestation devant la Chambre des communes avec la ministre Mélanie Joly pour vous assurer que l'argent qui est prévu pour les régions reste en région et que ça n'aille pas à Montréal ou dans les grands centres. Est-ce que vous pensez que vous avez été entendu? En fait, la ministre nous a expliqué qu'il avait développé 970 millions pour l'ensemble des 5 agences de développement à travers le Canada, donc 270 millions pour le Québec et 90 millions pour l'ensemble des régions du Québec, pour les SADC et les CAE, comme on a au Montmagny. Maintenant, ce qu'on a appris hier, puis ils ont fait une annonce à Montréal hier, c'est qu'à l'intérieur de ce 270 millions-là, elle a dégrévé un 30 millions pour le donner à Montréal pour le centre-ville. Alors moi, ce que je dis, c'est il ne faut pas déshabiller Jacques pour habiller Jean ou l'inverse. C'est-à-dire l'argent qui était dévolu pour les régions, c'est le phare, le fonds d'amélioration des régions. C'est un fonds qui est dédié pour les régions. Montréal, c'est une métropole, c'est pas une région. Dans l'ensemble du Québec, puis les associations municipales se défendent en disant que Montréal, par rapport à Montréal, les régions sont importantes et on doit les prendre en considération. Quand vous parlez de région, c'est comme Chaudière-Appalaches, Montérégie. C'est ça, okay. Mais c'est sûr que la région de Montréal, en soi, c'est une région, sauf que la réalité, c'est que s'ils avaient voulu, puis quand on dit qu'ils ont fait des erreurs, ça c'en est une autre. C'est-à-dire que s'ils auraient dû prévoir de mettre 1 milliard au lieu de 970 millions, tu comprends? Ils auraient dû le mettre à 30 millions déjà au départ pour ne pas venir prendre de l'argent qui était prévu. Rendu là, hein? Ben là, écoute, rendu là, effectivement. Ils en ont tellement mis que dans 30 millions, c'est pas ça qui aurait fait la différence. Mais là, ils vont prendre 30 millions qui étaient dédiés pour les régions et ils vont l'envoyer à Montréal. C'est ce qu'on déplore, encore une fois, parce qu'à Montmagny, au CAE, ils achèvent déjà d'avoir dépensé l'argent qui leur a été dévolu. C'est presque 1 million de dollars. Là. Donc, il y avait des entreprises. Puis le million de dollars pour les CAE et les SADC, c'était pour admettre des gens qui n'étaient pas admissibles dans les programmes existants. Donc, tous les manquements qu'il y avait eu dans les programmes existants. Donc, il y avait un peu comblé ces manquements-là en donnant de l'argent au CELA. Et là, on s'en va le donner au centre-ville de Montréal. Le centre-ville de Montréal a accès aussi, puis on n'est pas contre le centre-ville de Montréal. Bien au contraire, on veut aussi qu'il continue à se développer et qu'il passe au travers de la crise, mais pas aux dépens des régions. OK, mais pour revenir à notre région, cet argent-là servirait à quoi exactement? En fait, il y a déjà des projets qui ont été admis, admissibles, qui se sont rendus admissibles. En fait, je vais vous donner un exemple très concret. Il y a des fermes, par exemple, sur notre territoire, les gens sont en société en non collectif.
c'est la façon dont ils sont enregistrés au gouvernement. Donc, il y en a qui sont incorporés, enregistrés, il y en a qui sont en société en non collectif. Ces gens-là n'étaient pas admissibles à nulle part parce qu'ils étaient enregistrés en société en non collectif. Les gens qui se payaient en dividendes, il y avait des gens qui n'étaient pas admissibles. Il y avait des compagnies où la personne elle est l'unique propriétaire et l'unique employé, mais elle n'a pas de masse salariale parce qu'elle se paye des avances. Donc, à partir du moment où il n'y avait pas de masse salariale de 20 000 ces gens-là se retrouvaient, au début c'était à 50 000, ça avait été diminué à 5 000 suite à nos recommandations et nos représentations. Et même à 20 000, il y a des gens qui ne se payent pas de salaire dans leur entreprise. Ils se prennent des avances. Et ceux qui avaient un compte personnel lié avec le compte de l'entreprise, ça aussi, c'était pas admissible. En tout cas, c'est tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, la SADC et le CAE de Montmagny, la SADC du Kamouraska, ils sont en train de dépenser le million qui leur a été avancé. Et d'ailleurs, à l'intérieur de ce million-là, ou presque 900 quelques mille, il y avait un 10 qui était du non remboursable. Donc, pour donner un peu d'air à des organismes à but non lucratif, par exemple. Et puis, il n'y en aura pas pour longtemps, là. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'aurait pas fallu qu'on aille prendre ce 30 millions-là dans le pot pour aller l'envoyer à Montréal. Il aurait fallu mettre 30 millions additionnels pour le mettre à Montréal, comprenez-vous? Parce qu'on veut continuer à aider nos entreprises, là. Il y en a encore qui ne seront pas, malheureusement, qui ne sont pas encore capables d'avoir de l'aide, là. Bernard, vous êtes sur le terrain, parce oui. qu'on le sait, vous avez assisté beaucoup des entrepreneurs. C'est quoi votre... Comment vous voyez ça actuellement? Êtes-vous inquiet bon, là, on déconfine, mais on déconfine à moitié. Là. Les restaurateurs, ça va être à peu près à 50 le déconfinement se fait, mais très lentement. Est-ce que vous êtes inquiet pour les entreprises de la région? On parle toujours de notre région à nous, là. Êtes-vous inquiet de l'avenir, des prochaines semaines, des prochains mois? Est-ce que vous pensez qu'on devrait déconfiner plus rapidement? Comment vous voyez ça? En fait, j'aurais le goût de vous dire qu'avec ce que j'ai vu en fin de semaine à Montréal, j'aurais le goût de vous dire qu'on devrait peut-être penser à déconfiner un peu plus rapidement. En parlant de la manifestation? En parlant des manifestations contre le racisme, d'ailleurs, avec lesquelles je suis d'accord. Le problème, c'est pas la dénonciation du racisme, c'est la façon dont on le fait. Dans la mesure où on s'en va en pleine pandémie faire des manifestations, en plus à Montréal, où c'est l'épicentre au Québec, moi, sincèrement, je ne comprends pas ça. Je ne comprendrai jamais ça d'ailleurs. Mais bon, alors ça s'est passé, maintenant c'est fait. Mais durant ce temps-là, on nous demande, partout en région où est-ce qu'on n'a pas de cas en plus, là, ou à peu près pas de cas, de nous de rester confinés, de rester à 6 pieds. Je veux dire, il y a comme des incohérences actuellement dans les messages. Mais tu me demandais si j'étais inquiet. Je suis inquiet depuis le début de la pandémie. La problématique qu'on va vivre et qu'on vit, on ne le vit pas vraiment parce que j'ai comparé ça depuis le début à un genre de tsunami, dans la mesure où on a eu une première vague. Et la première vague, elle a frappé tout le monde. Puis la pandémie est arrivée. Là, les gouvernements se sont dépêchés à mettre des mesures en place pour atténuer la problématique. Ces mesures-là sont temporaires. Elles ne sont pas permanentes. Il faut bien que les gens comprennent ça, là. Ça veut dire que la deuxième vague qui va arriver, elle ne sera peut-être pas juste, en tout cas en espérant qu'elle n'existera pas au niveau de la santé publique, mais elle risque d'être économique, la deuxième vague. Parce qu'à l'automne, quand les mesures vont être terminées, les gens n'auront peut-être pas toutes repris leur emploi, les entreprises n'auront peut-être pas redécollé au même titre qu'elles étaient avant. Donc, il va y avoir une période, moi j'anticipe une période à l'automne qui va être difficile, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les individus, parce que la PCU, à partir de 16 semaines, après 16 semaines, c'est terminé. Et, il n'y en aura pas d'autres, il n'y aura pas d'extension. Parce qu'on a compris, le premier ministre semble vouloir aller plus. D'ailleurs, le programme de la PCU a été beaucoup plus populaire que celui de l'assurance emploi, de la subvention salariale de 75 % dans les entreprises. J'en ai une entreprise. Je l'ai dit dès le départ, moi, dans la mesure où je n'ai pas d'ouvrage, j'ai perdu 95 % de mon chiffre d'affaires en l'espace d'une semaine. Comment voulez-vous que je garde des gens à l'emploi, même à 75 % subventionnés, quand je n'ai pas de travail à leur donner? Air Canada s'en est rendu compte, là, au bout d'un mois, ils se sont rendus compte que ça ne faisait pas de sens. Ils avaient mis 20 000 personnes sur l'assurance, sur la subvention salariale. Au bout d'un mois, ils ont tout mis dehors. Là, personne ne voyage. Il n'y a plus de clients. Donc, tu sais, je veux dire, cette inquiétude-là, pour moi, demeure. Mais je pense qu'il faut rester positif. Vois-tu, on est à Saint-Jean-Port-Joli, et il y a l'initiative d'une jeune demoiselle qui est juste ici au bout de la rue, qui a l'Aubergerie, et qui ont lancé les femmes entrepreneurs. C'est 10 femmes entrepreneurs. On les a reçus en entrevue aussi. Donc, j'ai fait un don personnellement. J'en ai fait un aussi au Kamouraska. Et puis, ces gens-là se sont pris en main. Ils ont pris des initiatives. Ils ont innové. Puis, moi, je pense qu'ils sont allés chercher la générosité de l'ensemble pour s'assurer du maintien de leur entreprise. Et moi, je salue ça
au plus haut point, je pense que c'est des super belles initiatives. Bernard, on va faire une pause. Oui. Bien d'autres sujets avec notre député fédéral dans quelques instants après la pause. 0. Alors, je vous rappelle que notre invité, M. Bernard Généreux, qui est député fédéral dans Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Bernard, la semaine dernière, on parlait de la manifestation à Montréal. Et la semaine dernière, on a vu le premier ministre Trudeau prendre un bain de foule. Il n'y avait pas beaucoup de distanciation sociale. En tout cas, le 2 mètres n'était pas là. Ça a été beaucoup commenté. Vous avez vu ça comment? Écoutez, quand on est premier ministre du Canada, on doit prendre des décisions et on doit porter des actions et on est jugé sur les actions qu'on prend. Le premier ministre, et j'ai lu là, en fin de semaine plusieurs éléments par rapport à ça et comment c'était perçu de façon générale. Dans la population, je pense que les gens, on est tous d'accord qu'il faut agir contre le racisme. Tout le monde, c'est même pas, pour moi dans ma tête, c'est même pas un enjeu, dans la mesure où en 2020, tout le monde, les êtres humains, on est tous égaux, puis on est tous nés de la même façon, puis on va tous mourir de la même façon. Oui, puis des gestes comme on a vu, c'est impensable en 2020. Ça, c'est aberrant, c'est absolument inacceptable, totalement inacceptable. Que ce soit un noir, un blanc, n'importe quelle couleur, jamais ça aurait dû se produire, cet événement-là. Et ça se produit encore malheureusement. Il faut combattre ça, il n'y a pas d'erreur avec ça. Maintenant, dans le contexte qu'on vit actuellement, où on est on demande depuis 3 mois aux gens de rester chez eux, de garder une distance de 6 pieds. Moi, j'aimerais ça, de prendre dans mes bras aujourd'hui, mais je ne peux pas le faire, puis je respecte ça. Mais d'aller prendre la décision, d'aller joindre une manifestation où les gens sont tout collés les uns après les autres, moi, personnellement, je trouve ça dérangeant. C'est le moins qu'on peut se dire qu'un premier ministre d'un pays décide de poser ce geste-là à ce moment-ci. Il l'aurait fait avant le 15 mars, ou il va le faire l'année prochaine. Je n'ai pas de problème avec ça. La pandémie est réglée. On sera en Nouvelle-Zélande, s'il n'y en a plus de cas, pas de problème. Mais dans le cas qui nous concerne actuellement, je pense que c'est un double message très, très difficile aux gens à accepter. Parce qu'il nous rappelle souvent Écoute, de respecter les consignes. Tous les jours, on se fait dire de garder nos distances, de mettre un masque en public, etc. Tu vas me dire qu'il y avait un masque. Oui, mais j'ai vu une autre photo où il n'y en avait pas de masque. Puis quand il est arrivé dans la manifestation, il y avait son ministre de la Famille qui était avec lui, qui n'avait pas de masque. Tu sais, en quelque part, il y a un double message là-dedans qui est contradictoire, puis qui est, moi, personnellement... Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Moi, personnellement, je l'ai mal vécu. Je dois vous le dire, là. J'ai vraiment vécu ça de façon insultante. Non pas parce que je pense pas que c'est important que notre premier ministre aille faire des démonstrations convaincantes, de mettre le genou à terre. J'ai pas de problème avec ça. C'est un signal fort. Mais dans le contexte actuel, que j'ai de la misère. Il aurait fallu qu'il le fasse autrement. Imaginez, là, il y a des restaurateurs à Montréal qui vont ouvrir le 15 juin, puis même le 21 juin. Ils sont en train de faire faillite techniquement, là, ce monde-là. Ils ne peuvent même pas avoir du monde dans leur restaurant, puis à 2 coins de rue de chez eux. Il y a des milliers de personnes qui se promènent. Il y avait au moins 30 là-dedans qui n'avaient pas de masque. Moi, pour moi, c'est un non-sens total. Alors, qu'est-ce que tu veux que... On va continuer à suivre les règles. On est des bons élèves. Des bons citoyens. On va continuer, on est des bons citoyens. mais moi, j'ai besoin de m'exprimer, puis je te remercie de me permettre de le faire. Parce que je pense que les gens qui nous écoutent et qui regardent ce qui se passe un peu partout et qui se font dire depuis 3 mois de rester à la maison, sincèrement, moi, je peux comprendre que les gens de Montréal aussi ont envie de sortir, puis ont envie nous autres aussi, on a envie de sortir. Puis nous autres aussi, on a envie de faire bien des affaires. Mais on écoute. Puis on n'a pas eu de cas au Bas-Saint-Laurent ou à peu près pas. Là. Dans Chaudière-Appalaches, c'est très contrôlé aussi, particulièrement dans notre région à nous autres. Alors, à quelque part... Il n'y a plus de cas, il reste des personnes en guérison. Ça pour dire que tout est discutable dans la vie. Moi, personnellement, ma position, c'est que si j'avais été premier ministre du Canada, je ne l'aurais pas fait. Mais non, sans... Il aurait pu faire un signe. Des communes, il aurait pu le faire de bien des façons. Ouais. Mais de le faire dans une manifestation, quand on demande au monde de rester chez eux, c'est complètement contradictoire. Un autre sujet, Bernard, la prestation canadienne d'urgence. On sait que le Parti conservateur et le Parti libéral sont des partis qui sont quand même en moyen. Un peu moins le NPD et le Bloc ne l'a pas utilisé. Oui. Vous avez utilisé la prestation canadienne d'urgence. Ça a fait jaser beaucoup. C'est pas moi personnellement. Non. On parle bien du Parti conservateur. Encore moins pour mes employés. C'est quoi votre position là-dedans? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sincèrement, on a été, je dis on, je m'inclus là-dedans, là, on a été mal à l'aise quand la décision est sortie. Mais il faut comprendre que la façon dont ça fonctionne au Parti conservateur, il y a
deux blocs, là, je dirais deux éléments très décisionnels et différents. Donc, il y a le fonds conservateur qui est la portion, je dirais, mécanique au niveau du financement du Parti conservateur, qui, lui, est celui qui a demandé la PCU, parce que c'est lui qui fournit l'argent à l'organe qui est le Parti conservateur lui-même, qui est au niveau organisationnel. Donc, tout ce qui s'accoute, la course à la chefferie, par exemple, etc., etc. Donc, ces deux éléments-là sont différents l'un de l'autre. C'est pour ça qu'on a été surpris parce qu'on n'a pas été consulté. Alors, on l'a appris comme tout le monde dans les journaux. Ça faisait un peu bizarre, là, sincèrement. Puis, au Québec, bon, mettons que les partis conservateurs étant ce qu'il est, ça n'a pas fait de vagues tellement, mais dans l'Ouest canadien, ça a fait beaucoup jaser. Mais puis, il y a des gens qui étaient très, très insultés de ça. D'ailleurs, vous avez raison, les partis conservateurs étant en bonne situation financière, mais sans savoir combien de temps ça va durer, tout ça. Là, on parle de la subvention salariale que les organisations, que à la fois le Parti libéral, le NPD et nous autres avons reçu. Le Bloc a fait le choix de ne pas la prendre. Ce que le Bloc ne dit pas, par contre, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont sur la PCU dans leurs employés? Ça, on ne le sait pas, mais peut-être. Alors, la PCU aussi, c'est un... Et là, est-ce que c'est réglé? Est-ce que le Parti conservateur l'utilise encore? En fait, parce qu'il a été question de remboursement aussi. Oui, les deux candidats, M. Peter MacKay, qui est mon cheval, votre poulain? Mon poulain, mon poulain pour la chefferie, et Erin O'Toole, ont déjà annoncé qu'il analyserait la situation une fois élu. Il n'est pas impossible qu'il le rembourse. Évidemment, comme ça, on verra, mais... C'est sûr que ça va revenir en campagne électorale. Ça m'a rendu mal à l'aise, c'est sûr et certain. OK. Vous avez parlé de la chefferie. Oui. Bon, la course à la chefferie, on sait qu'il y a deux candidats actuellement, en tout cas, les plus connus. Il y en a deux plus connus. Les deux plus connus. Les débats s'en viennent. Ça va reprendre quand? En fait, les débats s'en viennent le 17-18 juin, donc le 17 en français, 18, ça va se passer à Toronto. C'est quoi la date exacte? C'est le mois d'octobre, hein? Non, la chefferie, c'est le 21 août. OK. Donc, ça va se passer en plein été. Mettons que tout a joué contre nous autres là, à l'intérieur de ça, parce que à cause de la pandémie, il y a eu un arrêt de la campagne. Mais course à la chefferie le 21 août, Bernard? Et en plus, c'est ça. Puis là, c'est durant tout l'été. Les gens ne pensent pas à la politique beaucoup durant l'été, en tout cas. Donc, il y a quand même, ce que j'ai su hier soir, c'est qu'il y a eu un nombre historique de cartes de membres de vendus dans le Parti conservateur. Ça ne s'est jamais vendu autant. Pourquoi? Que durant... ça s'est passé beaucoup par les réseaux sociaux. Les gens regardent plus la télévision? Il y a eu beaucoup d'implications. D'ailleurs, Peter MacKay, on est plus de 60 députés, sénateurs qui sont dans l'équipe de Peter. Ça fait qu'on a déjà un réseau, tout le monde, là, de bien établi. Donc, on a vendu des cartes de membres. On est allé voir les gens qui avaient les cartes échues. Donc, on est allé renouveler ces gens-là. Mais il y a un nombre record de cartes de membres de vendues au moment où on se parle pour la course à la chefferie. Donc, le Parti conservateur est loin d'être mort. Et d'ailleurs, dans les sondages, il y en est sorti un en fin de semaine, là. Je veux dire, les chiffres sont... mais tout ce qui monte redescend. Il faut bien comprendre ça, là. D'ailleurs, il y en a qui l'ont expérimenté dans le passé, nous y inclus. Donc, les libéraux, ça leur est déjà arrivé une fois. Donc, c'est pas... Rapidement, Bernard, parce que j'ai parlé du mois d'octobre, parce qu'on a dit que si M. MacKay était élu, il demanderait ou il voudrait aller en élection en octobre. Ben, est-ce que c'est toujours dans l'air? Ça, c'est la décision ultime du premier ministre. On a un gouvernement minoritaire, on le sait. Absolument. Puis, sincèrement, nous, on est prêts à tout. Là. À partir du moment où on aura un chef, on est prêt à partir en élection. Et vous avez confié à José Soucy que vous vouliez revenir pour les prochaines élections? Absolument. Je l'avais dit le lendemain de mon élection, que j'étais là, que je serais là pour la prochaine. Donc, c'est pas un secret de police. C'est un secret de police. OK, c'est annoncé, c'est officiel. Là. Les gens vont l'entendre. Ouais. Je vais être là le prochain coup, c'est sûr, certain. OK. Ah non, il n'y a pas d'erreur, je vais être là, certain. Puis je m'ennuie de vous autres. J'ai hâte de vous voir. Non, sérieusement, j'ai hâte de sortir de chez nous. Bernard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours des entrevues intéressantes. Merci. Puis on se revoit au mois de fin juin, au début juillet, avant les vacances. Absolument. Des vacances? Oui, je vais en prendre, ça c'est sûr. Parce que je ne suis pas un gars à vacances beaucoup, mais là, j'en ai besoin. OK. Ça n'a pas été facile pour personne, cette histoire-là. Hein. Puis même, on a travaillé très fort. Est-ce que c'est plus difficile pour vous? Psychologiquement, parce que là, vous siégez moins. J'ai trouvé ça dur. Écoute, on est là et on écoute les problèmes de tout le monde. Je veux dire, on accumule, qu'on le veuille ou non. On n'est pas. Puis là, on est chez nous. On n'a pas l'occasion d'en parler avec plein de monde non plus. Quand on rencontre des gens, on s'évacue. Là, on a-tu fini l'entrevue ou on continue? Non, on continue. Là, c'est fini, là. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se reprend prochainement. Bon. Voilà, Bernard Généreux, député fédéral dans Montmagny, Lilac, Kamouraska, Rivière-du-Loup. On s'arrête.